Transforme ta douleur. Une histoire zen de guérison et de résilience. Dans les montagnes où la brume enlace les pins centenaires, vivait un potier dont les mains façonnaient les plus belles céramiques du royaume. Mais un jour, ses mêmes mains tremblèrent face à une perte qui sembla le briser de l'intérieur. Voici l'histoire de Kenji, un maître artisan qui découvrit que la douleur, tout comme l'argile sous les mains du potier, peut être modelée, transformée et changée en quelque chose d'une beauté profonde. À travers 8 rencontres avec un moine zen énigmatique, Kenji apprendra que la souffrance n'est pas la fin du chemin, mais la porte vers une compréhension plus profonde de la vie. Si tu as déjà senti que la douleur te brisait, si tu as cherché un sens à la souffrance ou désiré trouver la paix au milieu de la tempête, alors cette histoire est pour toi. Car tout comme le lotus qui émerge immaculé de la boue, nous pouvons, nous aussi, fleurir à partir de nos blessures les plus profondes. Accompagne Kenji dans son voyage de transformation, où chaque chapitre révèle une leçon ancestrale sur la manière de transformer la douleur en sagesse, la souffrance en compassion, et les larmes en graines d'un nouveau matin. Chapitre 1, le vase brisé. L'atelier de Kenji était resté silencieux depuis 3 lunes. Les tours de potier, autrefois en mouvement du lever au coucher du soleil, reposaient désormais sous une fine couche de poussière. Les murs, tachés d'argile et de cendres, murmuraient les souvenirs de jours plus lumineux. Kenji regardait ses mains. Ses mains qui avaient façonné 1000 vases, qui avaient dialogué avec la terre et le feu. À présent, elles lui semblaient vides, inutiles. Son épouse, Yuki, s'était éteinte comme la brume du matin sans prévenir, laissant derrière elle un vide silencieux. Un après-midi, contemplant l'une des dernières poteries créées avec elle, il la toucha du bout des doigts. Le vase glissa, tomba et se brisa en une infinité de fragments. Kenji se mit à genoux parmi les morceaux, et pour la première fois en 3 mois, il pleura. Il n'entendit pas les pas du moine qui s'approchait. Les fragments racontent eux aussi une histoire, dit une voix sereine. Kenji leva les yeux. Devant lui, un vieux moine en robe grise observait les éclats de céramique avec curiosité, non avec pitié. L'île est brisée. Il ne sert plus à rien, répondit Kenji avec amertume. Le moine se pencha, ramassa doucement quelques morceaux. « Connais-tu le kintsukuroi » demanda-t-il. C'est l'art de réparer les céramiques brisées avec de l'or. Les artisans ne cachent pas les fissures, ils les célèbrent. Chaque ligne dorée raconte une histoire, celle de ce qui s'est brisé et s'est renouvelé. « Mais moi, je ne veux pas qu'il soit brisé » murmura Kenji. « Je veux qu'il redevienne comme avant. » Le moine sourit avec tendresse. « Rien ne redevient jamais comme avant, Kenji sent. Mais cela peut devenir encore plus beau, précisément parce que c'est passé par la rupture. Ta douleur est comme ces fragments. Tu peux les laisser épars sur le sol, ou commencer à les rassembler avec l'or de ton expérience. » Le moine déposa les morceaux sur la table. « Je reviendrai quand tu seras prêt à ramasser le premier fragment. » Et il s'en alla, laissant Kenji dans la pénombre de l'atelier, avec une question brûlante au cœur. Était-il possible que la douleur puisse devenir précieuse? Chapitre 2, le poids de l'eau. 7 jours plus tard, Kenji trouva le moine assis près de la rivière. L'homme tenait un vase d'argile rempli d'eau jusqu'au bord. « Assieds-toi, dit-il. » Kenji obéit. Le moine lui tendit le vase. « Tiens-le. » Au début, le poids lui sembla léger. Les minutes passèrent. Le moine demeurait silencieux. Peu à peu, les bras de Kenji se crispèrent. Le vase, pourtant inchangé, devint une charge. « Maître, c'est trop lourd. »« L'eau n'a pas changé, » répondit le moine. « Son poids est le même. »« Qu'est-ce qui a changé, alors ?»« Moi, le temps que je la tiens. » Exactement. La douleur est comme ce vase d'eau, supportable un instant, insoutenable quand tu refuses de la poser. Kenji baissa les yeux vers le reflet du ciel dans l'eau. Mais si je la lâche, je perds ce qu'elle contient. Et que contient-elle? Demanda doucement le moine. Des images surgirent, Yuki riant, travaillant, dormant paisiblement. Des souvenirs, murmura-t-il. Si je lâche la douleur,
j'ai l'impression de la perdre à nouveau. Le moine hocha la tête. Le fleuve laisse partir chaque goutte, mais reste fleuve. Les souvenirs ne résident pas dans la douleur, Kenji-san, mais dans ton cœur. Lâcher la souffrance, ce n'est pas oublier, c'est honorer sans s'enchaîner. Le moine ouvrit les mains. Quand tu seras prêt, verse cette eau dans la rivière. Ne la perds pas, rends-la à ce qui coule éternellement. Kenji inclina lentement le vase. L'eau rejoignit la rivière. Ses bras se détendirent. Pour la première fois depuis longtemps, il respira profondément. Chapitre 3, le bol brisé. L'hiver s'était installé dans la vallée. L'air sentait le bois humide et les toits étaient couverts d'une fine couche de givre. Kenji sortait rarement de son atelier. Il passait ses journées devant le tour, faisant tourner l'argile entre ses mains, mais son regard demeurait vide, comme si quelque chose en lui s'était figé. Un matin, alors qu'il préparait une nouvelle série de bols, une fissure apparut sur l'un d'eux, tout juste sorti du four. Elle était minuscule, presque invisible, mais pour Kenji, elle ressemblait à une plaie ouverte. Il frappa la table du poing, et le bol tomba au sol, se brisant en 3 morceaux. « Tout ce que je touche finit par se casser », murmura-t-il avec amertume. À ce moment-là, un vieux moine entra dans l'atelier. C'était Ritan, un voyageur qui ne restait jamais longtemps au même endroit. Il observa les fragments éparpillés sur le sol et esquissa un sourire paisible. « On dirait que le feu a eu raison du bol, dit le moine en se baissant pour ramasser les morceaux. Le feu l'a détruit, répondit Kenji sans lever les yeux. Ou peut-être que le feu n'a fait que révéler l'endroit où il devait se briser. Kenji le regarda, perplexe. Le vieil homme posa doucement les fragments sur la table et ajouta. L'argile ne se plaint pas du feu, car elle sait qu'il fait partie de sa transformation. Chapitre 4, la lumière dans la fissure. Pendant plusieurs jours, Kenji repensa aux paroles du vieux moine. Le feu ne fait que révéler où l'argile doit se briser. Cette phrase tournait dans son esprit comme le tour de potier sous ses mains. Un après-midi, il décida de rendre visite à Ritan, qui logeait temporairement dans une petite cabane à la lisière du bois. Le moine était assis devant un feu de camp, préparant du thé. « Je ne comprends toujours pas ce que vous vouliez dire, avoua Kenji. Comment une fissure peut-elle être autre chose qu'un défaut ?» Ritan versa lentement le thé dans 2 bols, l'un d'eux portait une longue fissure dorée qui traversait son flanc. « Regarde bien ce bol, dit-il. Il s'est brisé, tout comme le tien. Mais au lieu de cacher la fissure, j'y ai versé de la laque et de la poudre d'or. Ce que tu vois maintenant, c'est le kintsugi, l'art de réparer avec beauté. » Kenji observa la lumière du feu danser dans les veines dorées. « Vous l'avez rendu encore plus beau qu'avant, murmura-t-il. Parce qu'il a connu la douleur, répondit le moine. Et il l'a transformé en lumière. Un silence doux s'installa entre eux, seulement brisé par le crépitement du feu. Kenji comprit alors que son propre cœur n'était pas détruit, il était simplement fissuré, attendant d'être rempli d'or. Cette nuit-là, de retour à son atelier, il rassembla les morceaux du bol brisé. Lentement, avec une patience nouvelle, il commença à les unir, non pour effacer la fracture, mais pour l'honorer. Chaque trait doré qu'il traçait était une prière silencieuse, un souffle de gratitude envers tout ce qu'il avait perdu, et tout ce qu'il commençait à retrouver. Chapitre 5, la graine dans la fissure. Quelques semaines plus tard, Kenji était de retour dans son atelier. Il ne créait pas encore de nouveaux bols, mais il nettoyait, ordonnait et préparait la matière. Chaque geste semblait imprégné d'une nouvelle attention, d'une lenteur méditative. Un matin, Ritan apparut, les mains vides mais avec un sourire particulier. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Il guida Kenji jusqu'aux ruines d'un ancien temple sur la montagne. Entre les pierres effondrées et les murs fissurés, poussait un cerisier. Ses racines s'étaient frayé un chemin dans les fissures, et maintenant l'arbre fleurissait splendide, ses branches chargées de fleurs roses. Ce temple a été détruit par un tremblement de terre il y a 50 ans, expliqua le moine. Une graine est tombée dans une fissure. Plutôt que de voir le dommage comme un obstacle, elle l'a utilisé comme foyer.
Les fissures lui ont donné de la place pour s'enraciner. Les ruines lui ont donné protection. Et maintenant, c'est l'arbre le plus beau que j'ai jamais vu, compléta Kenji, émerveillé. Ton cœur a des fissures, Kenji-san, dit le moine en touchant le tronc du cerisier. Et c'est précisément dans ces fissures que peuvent croître les graines les plus extraordinaires, la compassion pour ceux qui souffrent, la gratitude pour ce que tu as eu, la sagesse de la fragilité et de la beauté de la vie. Le moine caressa le tronc. Cet arbre n'existe pas malgré les ruines. Il existe grâce à elles. Ta transformation ne se produit pas malgré la douleur, mais à travers elle. Les fissures dans ton cœur ne sont pas des défauts. Elles sont l'endroit où la lumière peut entrer. Kenji s'approcha de l'arbre. Une fleur tomba sur sa main. Il l'observa attentivement, parfaite, fragile, éphémère. « Quelle graine dois-je planter dans mes fissures ?» demanda-t-il. « Elles sont déjà là, répondit Ritan. La douleur les a enterrées. Elles ont juste besoin de ton attention et de ta patience. Arrose-les avec l'acceptation. Offre-leur la lumière de ta volonté de continuer à vivre. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, elles fleuriront. » Kenji rangea la fleur de cerisier dans sa poche. Pour la première fois, il regarda ses blessures non comme une fin, mais comme un commencement. Chapitre 6, le miroir du lac. L'été arriva, apportant avec lui une calme fragile qui s'était installée dans l'atelier de Kenji. Il travaillait de nouveau l'argile, bien que ses créations fussent différentes, plus simples, plus sincères, empreintes d'une humilité nouvelle. Un matin, Ritan vint lui rendre visite et proposa une promenade jusqu'au lac de la montagne. Le lac était un miroir parfait, le ciel, les nuages et les sommets se reflétaient avec une telle clarté qu'il était difficile de distinguer le monde de son reflet. « Que vois-tu » demanda le moine. « La beauté. La sérénité. » répondit Kenji. Le moine ramassa une pierre et la lança au centre du lac. Les ondulations brisèrent le reflet, déformant l'image parfaite. Mais au bout de quelques instants, l'eau redevint calme, et le reflet se rétablit. Ceci est le travail de la transformation de la douleur, expliqua Ritan. Ton esprit est comme ce lac. Quand il est calme, tu peux voir clairement. Mais la douleur agit comme ces vagues, elle déforme, confond, et fait perdre la perspective. Mais le lac est redevenu calme, observa Kenji. Oui, parce qu'il n'a pas lutté contre les vagues. Il n'a pas essayé de les arrêter. Il les a seulement laissés suivre leur cours naturel. Ta pratique maintenant est de trouver la tranquillité sous les vagues. Même lorsque la surface est agitée, les profondeurs du lac restent sereines. Le moine s'assit en posture du lotus. Assieds-toi. Trouve ta profondeur. Kenji s'assit et essaya de méditer. Les pensées venaient comme des pierres jetées dans le lac, souvenirs de Yuki, questions sans réponse, tristesse soudaine. Chacune créait des ondulations. Mais au lieu de s'y accrocher, Kenji imagina qu'elle coulait lentement jusqu'au fond, tandis qu'il demeurait dans les eaux profondes, les observant descendre. Lorsque tu transformes la douleur, murmura le moine, cela ne signifie pas qu'elle disparaît. Cela signifie que tu apprends à trouver la paix même lorsqu'elle est présente. Tu es plus grand que tes vagues. Plus profond que tes tempêtes. Kenji ouvrit les yeux. Le lac était toujours là, serein. Et quelque chose en lui avait également trouvé cette même tranquillité. Chapitre 7, le feu du four. L'automne peignait les montagnes en or lorsque Kenji invita Ritan dans son atelier. Il avait créé plusieurs nouvelles vasijas et était prêt à les cuire pour la première fois depuis le départ de Yuki. C'est le moment que je redoute le plus, confessa Kenji en allumant le feu. La chaleur extrême. Yuki disait toujours que le four est l'endroit où l'argile meurt pour renaître en céramique. Le feu la transforme, mais il peut aussi la détruire si quelque chose tourne mal. Le moine observa les flammes danser et prendre vie. Ainsi en est-il de la douleur, enseigna-t-il. C'est le feu qui te transforme. Oui, il peut détruire. Mais il peut aussi renforcer, durcir ce qui est mou,
transformer ce qui est fragile en quelque chose de durable. Kenji alimentait le feu. La chaleur devint intense, presque étouffante. J'ai passé des mois dans ce feu, dit-il. Parfois, j'ai cru que je deviendrais cendre. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es ici. Plus fort que tu ne le crois. Répondit Ritan calmement. Les heures passèrent. Kenji et le moine surveillaient le four, ajustant la température, observant chaque détail du processus. C'était un travail de patience, de présence totale. Lorsque tu entres dans le feu de la douleur, continua le moine, ne te précipite pas. Le four ne peut s'ouvrir trop tôt, sinon les pièces se ruineraient. Tu dois faire confiance au processus. La douleur a sa propre température, son propre temps de cuisson. À l'aube, le four avait suffisamment refroidi. Kenji ouvrit les portes avec des mains tremblantes. Une à une, il sortit les vasijas. Tout avait survécu. Les émaux s'étaient fondus en couleurs qu'il n'avait jamais anticipées, des bleus profonds traversés de veines dorées, des rouges semblables à des couchers de soleil, des verts comme la mousse ancienne. « Elles sont plus belles que je ne l'imaginais » murmura Kenji, les larmes aux yeux. « Parce que le feu les a transformées. Elles ne sont plus l'argile molle qu'elles étaient en entrant. Elles sont quelque chose de nouveau. Comme toi. » Kenji tint une vasija à la lumière du matin. Sur sa surface imparfaite, il voyait l'histoire du feu, de la douleur, de la transformation. Et elle était belle. La douleur est le four, dit le moine. Et toi, tu es la vasija qui en sort, changée, renforcée, prête à contenir de nouvelles choses. Chapitre 8, le cadeau du lotus. 1 an s'était écoulé depuis le départ de Yuki. Kenji se dirigeait vers le temple, portant une vasija enveloppée dans de la soie. Ritan l'attendait dans le jardin, où un bassin de lotus fleurissait dans toute sa splendeur. Le maître, dit Kenji en s'agenouillant, je suis venu vous remercier. Et pour vous montrer quelque chose. Il défit la soie et révéla la vasija. C'était une pièce extraordinaire, sa surface racontait l'histoire de sa transformation. Un bol brisé avec des lignes dorées, une rivière qui coule, des pierres dans un jardin, une tempête, un cerisier en ruine, un lac serein, les flammes du feu. Et au centre, un lotus. C'est la plus belle que tu aies jamais créée, dit le moine avec une admiration sincère. Parce qu'elle est faite avec tout ce que j'ai appris de vous. Chaque leçon est ici. Mais surtout, le lotus. Kenji pointa le bassin. J'ai enfin compris pourquoi le lotus est sacré dans le zen. Il ne pousse pas dans la terre pure ni dans l'eau claire. Il pousse dans la boue, dans l'obscurité, dans les profondeurs. Et de là, il émerge vers la lumière, immaculé et beau. Il ne fleurit pas malgré la boue. Il fleurit grâce à elle. Le moine sourit, les yeux brillants. Tu as compris. Ma douleur était la boue, continua Kenji. Sombre, dense, étouffante. Mais elle était aussi le nutriment. Sans elle, je n'aurais pas grandi. Je n'aurais pas appris la compassion véritable, la gratitude profonde, ni la beauté de l'impermanence. Le lotus ne rejette pas la boue. Il la transforme en beauté. Kenji versa de l'eau dans la vasija depuis le bassin. Yuki m'a appris à façonner l'argile. Vous m'avez appris à façonner la douleur. Maintenant, je sais que la douleur n'est pas l'ennemi. C'est le maître le plus sévère, mais aussi le plus honnête. Il m'a montré qui je suis vraiment quand tout le reste disparaît. Et qui es-tu ? demanda le moine doucement. Kenji resta silencieux. Il regarda le lotus dans le bassin, puis son reflet dans l'eau de la vasija. Je suis quelqu'un qui a été brisé et a choisi de recoller les morceaux avec de l'or. Quelqu'un qui a porté l'eau jusqu'à apprendre à la laisser partir. Quelqu'un qui a ratissé des jardins dans son cœur. Quelqu'un qui a survécu aux tempêtes et a grandi dans les fissures. Quelqu'un qui a trouvé la tranquillité dans les profondeurs et a été façonné par le feu. Je suis le lotus qui émerge de la boue, non pas malgré elle, mais grâce à elle. Le moine acquiesça, un sourire de paix profonde sur le visage.
Alors mon travail ici est terminé. Tu as transformé ta douleur. Elle n'a pas disparu, mais elle ne te définit plus. Elle est devenue ton maître, ton allié, ton chemin vers la sagesse. Que dois-je faire maintenant? Demanda Kenji. Tu vis, répondit Ritan. Tu crées. Tu aimes. Et lorsque tu rencontres d'autres personnes dans leur propre boue sombre, tu leur rappelles que les lotus ne fleurissent pas sur une terre facile. Tu leur montres ta vasija d'or et tu leur dis, moi aussi, j'ai été brisé. Regarde ce qui est possible. Kenji inclina profondément la tête en signe de respect. Quand il la releva, le moine était déjà debout, prêt à partir. Reviendrez-vous me rendre visite? Demanda Kenji. Tu n'as plus besoin de mes visites, répondit Ritan. Les leçons vivent maintenant en toi. Mais si un jour tu doutes, regarde le lotus. Souviens-toi que la douleur que tu transformes ne change pas seulement toi. Elle devient lumière pour ceux qui marchent dans l'obscurité. Le moine s'éloigna par le sentier. Kenji resta dans le jardin, tenant sa vasija, observant les lotus flotter sereinement sur l'eau. Et à cet instant, il sut que sa douleur, son maître le plus sévère, lui avait offert le plus précieux des cadeaux, la certitude que, même dans la boue la plus profonde, même dans la nuit la plus sombre, la vie trouve toujours, un moyen de fleurir.